On va revenir sur les annonces du Premier ministre en matière d'aide pour les professions qui sont impactées par la hausse des prix des carburants. Avant ça, j'aimerais qu'on écoute les Français. Jean-Luc Bonjon, le correspondant européen à Lyon, a interrogé les nombreux travailleurs qui sont en grande difficulté. Écoutez à quel point la vie est difficile pour eux. Fouette est livreur indépendant et roule en fourgon diesel. Or, le prix du gasoil qui se maintient à un niveau astronomique, c'est une catastrophe pour son activité. C'est 400 € de plus par semaine. C'est vraiment cher, il n'y a pas d'aide de l'État, c'est compliqué. Ils baissent les taxes dessus, ça serait sympatoche. Comme en Espagne ou ailleurs, mais au moins pour les sociétés que ça nous aide. Parce que là, on livre et on commence à être pris à la gorge. Idem pour Abdel, patron d'une société de transport, qui est obligé de laisser la plupart de ses camions au garage. Il y a 25 camions, il y a 20 camions qui sont arrêtés, il n'y a que 5 camions qui roulent pour l'instant. On ne gagne pas d'argent, donc ça ne sert à rien de rouler si on ne gagne pas d'argent. Si ça continue comme ça, on mettra les clés sur la porte. Franchement, je suis très inquiet. Laura, infirmière libérale, n'en est pas là, mais elle en est tout de même réduite maintenant à rouler à toute petite vitesse. J'ai une voiture hybride, donc du coup on roule à moins de 50. Et je vérifie toujours que je sois bien en électrique pour consommer moins. L'entreprise de Céleste, commerciale dans la région, elle, a tranché. Demain, elle échangera son véhicule thermique contre un électrique. Je vais à Marseille changer de voiture. Là. Du coup, j'ai une nouvelle voiture électrique. Votre entreprise, ils vous ont dit, là, c'est plus possible? Ouais, c'est ça. Dans le sens où si on peut vous donner de l'électrique, c'est plus facile pour tout le monde. Quoi. Rouler en électrique est certes une vraie solution, mais que beaucoup de professionnels très fragilisés par la crise actuelle ne peuvent pas se permettre. Lyon, Jean-Luc Bonjon, Europe 1. Merci beaucoup Jean-Luc Bonjon. Eric, voilà, c'est très concret pour des milliers de Français et des millions de Français. Et ce n'est pas l'aide pour les 3 millions de travailleurs modestes qui va, encore une fois, résoudre tous les problèmes. Il y a le coût de l'achat de la voiture électrique. Alors, on a entendu aussi qu'une partie des 270 millions d'euros qui avaient été récupérés servirait plus que 170, il a dit. Oui, alors maintenant 170, puisqu'on a appris qu'il y avait 100 millions d'euros de chute de recettes, en fait, c'est ça. C'est 270 moins 100, ça fait 170. Mais là, ils veulent mettre en place un plan d'électrification. Mais là aussi, si les Français, et voilà, les Français, ils ont besoin de réponses maintenant, pas d'électrifier leur voiture ou d'acheter des voitures à 30 ou 40 Mais ce qui est très intéressant avec le plan d'électrification, sans doute dans 10 ou 15 ans, s'ils y arrivent, c'est comment ils vont faire. Ils vont taxer l'électricité autant que l'essence. Ça va être un problème pour l'État. Si vraiment tout le monde est électrifié, j'en doute, parce qu'il va falloir mettre des bornes partout, mais ça va être un gros problème pour les finances publiques. 55-60% de taxes sur l'essence. Le carburant, c'est à peu près 55%. En revanche, le gaz, comme l'électricité, on est plutôt aux alentours des 30%. Okay. Donc, je crois que le sujet de l'électrification, c'est évidemment un bon sujet à moyen long terme, mais là, on voit bien que ce n'est pas du tout l'attente des Français qui ont besoin de solutions aujourd'hui. Et puis, deuxièmement, surtout, il faut bien comprendre que pour que les Français passent à l'électrique, il faut évidemment que l'électricité soit moins chère. C'est le seul signal qui fait que les gens, nous allons changer nos pratiques, nos utilisations et nos choix divers et variés, notamment des choix de chauffage. Si l'électricité continue à être aussi chère, les gens ne changeront pas de matériel, c'est une évidence absolue. Donc le gouvernement, me semble-t-il, s'il veut aller dans ce sens-là, il faut qu'il trouve des moyens, des dispositifs pour baisser le prix de l'électricité. Ok, donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire on sort du système électrique européen? Exactement. C'est-à-dire, mais ça, ils ne le feront pas? Ils l'ont dit 15 fois. Il y a effectivement l'histoire du marché européen. Et puis le deuxième point, qui est aussi le point important, c'est évidemment le sujet des taxes. 30%, ce sont des taxes. Et il faut bien comprendre qu'une partie de cet argent-là sert justement à financer tous les plans de développement à la fois de l'éolien et du photovoltaïque. Pour vous donner un petit chiffre, le gouvernement a décidé en 2026 de consacrer à peu près 14 milliards sur le développement de ces énergies renouvelables intermittentes. Il me semble que la meilleure solution, ça serait de faire une espèce de moratoire sur ces dépenses-là et ensuite les rendre en quelque sorte aux Français pour pouvoir baisser les taxes. Mais l'éolien, c'est un peu une énergie de substitution, en fait, qui nous évite la dépendance totale au pétrole. Donc c'est aussi un peu contradictoire, Benoît Perrin. Eh bien non, on peut très bien développer le nucléaire, ce qui est prévu dans la fameuse PPE 3, c'est-à-dire la programmation pluriannuelle de l'électricité, où on a fait plaisir un peu à tout le monde, c'est-à-dire qu'on a fait plaisir effectivement au secteur nucléaire, puisqu'on va développer un certain nombre de PR2, ce qui est évidemment une très bonne nouvelle, mais il faut quand même rappeler que le premier qui sera en place fonctionnera en 2038. Donc vous voyez, il faut du temps pour construire une centrale nucléaire. C'est pour ça qu'on peut en vouloir profondément à ceux qui ont cassé en quelque sorte, ou en tout cas largement abîmé notre production nucléaire. Et il prévoit aussi beaucoup d'argent, en l'occurrence 14 milliards, dans le cadre de ces fameuses énergies renouvelables intermittentes,
qui effectivement nous rendent un peu souverains, vous avez raison, d'un point de vue énergétique, mais qui coûtent très très cher. Qui sont alternatives aussi. Et en plus, ne sont que des palliatifs au nucléaire. Alexandre Devecchio, il n'y a pas de solution miracle, on le voit bien. La France tâtonne, cherche un espèce de chemin entre les baisses de taxes qu'elle ne veut absolument pas enclencher, comme le font nos voisins européens. C'est quand même un peu incompréhensible. Alors la France veut toujours copier sur tout le monde. Les hommes politiques vous disent les Anglais font ceci, les Allemands surtout font cela. Puis sur la baisse des taxes, je ne comprends pas. Ils ne veulent pas, copier les Espagnols, les Italiens. Ça a l'air de plutôt fonctionner bien dans les autres pays. Et encore une fois, moi je pense que même sur le plan économique, quand un transporteur met son camion à l'arrêt, non seulement ça fait planer le risque de fermeture de l'entreprise, mais le camion ne va plus s'arrêter, consommer un café, manger sur le routier d'à côté. Donc, si vous voulez, c'est un effet boule de neige qui se répercute sur l'activité. Et l'activité, c'est aussi un gain pour les finances publiques et pour le budget de l'État. Donc, je pense qu'il y a un raisonnement comptable qui ne tient pas compte du fait que l'économie, c'est aussi une dynamique et pas seulement des additions et des soustractions. On réécoute juste Sébastien Lecornu sur les aides qui sont à la fois prolongées et augmentées pour certaines catégories socio-professionnelles. Le Premier ministre. Il arrive. Nos agriculteurs, sur lesquels une première enveloppe de 20 millions d'euros avait été débloquée, territorialisée, notamment en lien avec la MSA, pour permettre de venir rencontrer, en tout cas venir donner des réponses, pardonnez-moi, aux exploitations qui sont en difficulté. Et puis on avait fait une première mesure d'exonération sur la TICPE avec 4 centimes d'euros par litre. Et donc nous allons pour le coup aller beaucoup plus loin pour ce mois de mai, avec une multiplication par 4 de l'accompagnement, avec 15 centimes d'euros par litre qui sera déclenché pour le mois de mai. La ministre de l'Agriculture, qui est en déplacement actuellement, sera amenée à rencontrer les différents syndicats agricoles pour évidemment mener les discussions et les négociations qu'il se doit. Sur des travailleurs modestes, sur des revenus qui sont parfois évidemment assez faibles, mais bel et bien pour des gens qui travaillent. Et là, l'idée étant d'avoir une aide forfaitisée qui correspondrait en moyenne, en quelque sorte, à 20 centimes là aussi par litre. Évidemment, plus on roule, moins on est près de ces 20 centimes, moins on roule, plus on peut même être au-dessus de ces 20 centimes. On a plutôt privilégié un dispositif de confiance, souple, dans lequel, au fond, on ne va pas chercher à fliquer, pardonnez-moi cette expression, nos concitoyennes et nos concitoyens. Donc, par définition, ce sont des moyennes et les ministres auront l'occasion d'y revenir dans les jours qui viennent pour expliquer ces différentes mesures. Voilà, pour Sébastien Lecornu. Éric Nolot. C'est-à-dire que les déclarations du Premier ministre, moi je trouve ça clair, mais les déclarations du Premier ministre sont à écouter à la lumière du reportage à Lyon que nous avons diffusé. Parce que il y a peut-être, là aussi, comme dans d'autres domaines, la France est un peu coupée en deux. Il y a une partie des Français pour qui c'est un peu abstrait, même s'ils sont affectés. Mais il y a une autre partie des Français où, quand il y a un renchérissement des prix de l'énergie, c'est immédiatement, ils basculent dans quelque chose de dramatique. Ils passent de ric-rac dans le rouge. Donc là, les aides ciblées sont vraiment les bienvenues. Ils sont vraiment à la limite chaque mois. Et là, ils vont être en déficit personnel de plusieurs centaines d'euros. Et si la situation continue, ce sera encore pire. Et ça risque de continuer. Michel-Édouard Leclerc le disait. Et le Premier ministre l'a confirmé entre les lignes. Alexandre Devecchio, on va faire preuve de la démonstration, je pense, de notre génie bureaucratique. Parce qu'effectivement, il va falloir cibler. Donc, je ne sais pas comment l'État va faire pour déterminer qui prend sa voiture pour aller au travail. Il ne veut pas fliquer, mais en même temps, ça va être... après, ils ont du génie pour ça. Donc, je pense qu'on va avoir la démonstration de leur efficacité bureaucratique. Mais je pense qu'il y a là la volonté de ne pas reproduire le quoi qu'il en coûte pendant le Covid. Mais la situation me paraît... D'abord, pendant le Covid, on aurait pu réfléchir à est-ce qu'il faut arrêter complètement l'activité. Bon, on ne va pas refaire l'histoire. Mais pour le coup, on a déversé des aides sans... de manière uniforme, avec des gens qu'on avait plus ou moins besoin. Mais je crois que là, la situation est différente et on ne leur reprocherait pas de faire du quoi qu'il en coûte. Je crois que s'ils baissaient simplement les taxes. Alors, Benoît Perrin. Puis vous voyez la limite de ce type de politique, au-delà effectivement de l'aspect bureaucratique qui est très compliqué. Quand on entend, effectivement, on ne va pas fliquer les Français, alors évidemment, ça part d'une bonne intention. Évidemment, les Français qui sont dans le besoin, on ne va pas les fliquer. Mais néanmoins,
il faut comprendre que quand on met en place ce type de système, vous stimulez aussi la fraude. Et en fait, il y a un certain nombre d'escrocs qui risquent de se réveiller et qui risquent effectivement de présenter au Trésor public un certain nombre de factures pour des kilomètres qu'ils n'auront pas parcourus. Et donc, je pense qu'il faut aussi faire attention à cette politique qui a vraiment des effets de bord assez néfastes versus le fait de baisser les taxes pour tout le monde, qui, pour le coup, par définition, profite à tout le monde et ne génère pas des révélations de. Donc il va falloir fliquer un peu quand même. Donc je pense qu'il faut fliquer un peu, évidemment. Mais vous voyez, ces politiques de chèques ou de subventions, c'est toujours malsain. C'est toujours malsain. Ça a des effets de bord, en quelque sorte, qui sont souvent pas maîtrisés par ceux qui les génèrent. Monsieur Revel est d'accord ? Oui. Les effets de bord. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le gouvernement a annoncé il y a quelques jours des prêts flash pour les petites entreprises. Qui semble-t-il fonctionnent bien, de la BPI. Qui semble-t-il fonctionne bien, c'est ce qu'a dit. Alors personne ne s'est moqué des prêts flash, ni de la BPI, de Nicolas Dufourcq, mais ce que je veux dire par là, c'est que vous avez aussi... Il y a certains partis politiques qui ont dit que c'était un gadget. En réalité, il y a beaucoup d'entreprises qui demandent ces prêts flash. Vous avez plein d'entreprises, de PME qui n'ont pas fini, par exemple, de rembourser leurs prêts, leur PGE, leur garantie d'État qu'ils avaient contracté au moment de Covid. Donc c'est des trésoreries qui sont extrêmement tendues, en difficulté, avec un chiffre d'affaires qui fond. Là, donc, on rappelle que le prêt flash, c'est donc un prêt pour payer les taxes. Voilà. Pour investir dans votre outil de travail. Avec un taux d'intérêt. En plus. Donc c'est pas des prêts gratuits, c'est pas de l'argent que l'État prête gratuitement aux entreprises. C'est des entreprises qui vont devoir effectivement rembourser ces prêts. Et ça peut être un piège. C'est-à-dire que pour les entreprises qui n'ont pas une bonne visibilité de trésorerie, eh bien, on risque d'avoir des entreprises qui sont piégées. On voit bien la conséquence notamment du PGE. Avec 70 000, c'est un record dans l'histoire des dernières années, 70 000 défaillances d'entreprises en 2025, notamment dues à des entreprises qui n'ont pas été en mesure de rembourser les prêts qu'ils avaient souscrits. Élodie Huchard, un tout petit mot, parce qu'il y a un échange à distance entre Bruno Retailleau et Jordan Bardella, qui était notre invité ce matin, Jordan Bardella, qui propose la sortie du système du marché européen de l'électricité. Monsieur Retailleau dit que ce n'est pas la solution magique, c'est une fausse piste qui ne ferait pas baisser les prix pour les consommateurs. La France est le premier exportateur mondial d'électricité. Le match s'installe évidemment déjà entre Bruno Retailleau et Jordan Bardella. Oui, le match s'installe et surtout Bruno Retailleau ne veut pas laisser trop de temps à Jordan Bardella de faire des propositions sans les contrer, parce que pour l'instant, là on voit que c'est Bruno Retailleau qui répond à Jordan Bardella qui a soumis cette piste. Évidemment que si les LR veulent exister, il faut faire des propositions. Et à défaut d'en faire pour l'instant, eh bien, il faut au moins contrer, répondre et prouver qu'ils existent. On est sur une question là aussi d'essayer de trouver un peu d'espace pour le candidat LR dans le débat, évidemment, en vue de 2027. Bien sûr, ce fameux système électrique européen, tout le monde en parle, mon cher Éric Revel, ou Alexandre Devecchio. Personne ne sait comment en sortir en réalité. Mais non, mais il y a des pays qui... c'est pas la solution. J'avoue que alors, je suis pas le plus grand technicien du monde, mais je comprends pas forcément la position de Bruno Retailleau. Certains en sont sortis, l'Espagne, le Portugal. Par ailleurs, ça a un problème, c'est que le prix du gaz... Ils sont pas positionnés au même niveau du réseau. Ils sont en bout de ligne. Non, les histoires d'interconnexion. Non, mais les histoires d'interconnexion, c'est faux. On a toujours vendu de l'électricité sans avoir besoin de l'interconnexion européenne. Donc ça, c'est un peu un mythe. Et ce marché européen de l'électricité a un problème, c'est qu'on indexe le prix du gaz sur le prix de l'électricité, sur le prix du gaz. Alors que nous, on produit une électricité qui n'est pas chère parce qu'on a l'avantage du nucléaire. Donc c'est un boulet au pied de la France. Et encore une fois, l'histoire de l'interconnexion des réseaux, c'est faux. Enfin, d'autres pays sont sortis de ce marché et on pourrait sortir de ce marché et même vont continuer à vendre de l'électricité à ceux qui en produisent moins que nous. Donc là, je trouve que Bruno Retailleau, faudra qu'il justifie sa position là. Je ne comprends pas si ce n'est une défense, du marché européen par principe, ce qui était un peu le cas d'Emmanuel Macron, ce qui m'étonne pas d'Emmanuel Macron, ce qui m'étonne un peu plus de Bruno Retailleau. Éric Revel, vous avez une philosophie là-dessus? J'ai un peu de mémoire. Je me rappelle que, par exemple, Emmanuel Macron, jusqu'au discours de Belfort de 2019, est sur le point de condamner le nucléaire. On est sur le point de fermer 13 réacteurs. On vient de fermer Fessenheim, qui était une décision de François Hollande, mais on ferme Fessenheim sous Emmanuel Macron. Puis le président de la République annonce que 13 réacteurs supplémentaires. Après, il y a le virage du discours de Belfort. Et puis, il y a surtout ce qu'il dit hier en visite en Pologne au président Tusk. Il explique que l'énergie nucléaire est au centre
est au centre de la vie économique, enfin j'ai plus la phrase exacte, française. Mais pendant des années, il a dit le contraire. Enfin, c'est tout à fait étonnant. Élodie, il va effectivement, ces revirements, quand aujourd'hui Sébastien Lecornu parle d'électrification en disant ils font penser court et long terme, mais sur l'électrification, c'est comme sur le nucléaire, c'est comme sur tout. À chaque fois, on a des grandes idées, on change d'avis 15 fois, et donc on perd du temps. Sur l'électrification, si là, évidemment, comme c'est la crise, on en parle. Est-ce que ça sera suivi d'effets? Est-ce qu'on va perdre des années avant de mettre quelque chose en place? À chaque fois qu'il y a une crise, on se rend compte que tous les revirements, toutes les hésitations nous coûtent cher parce qu'on prend du retard sur tous les sujets et en permanence. Benoît Perrin, directeur général de Contribuables Associés, à quelle sauce vont être mangés les contribuables dans les prochains mois? Écoutez, je pense que quand on est contribuable, je rappelle qu'on est quand même tous contribuables, parce qu'en France, on paie des impôts tout au long de sa vie, sur ce qu'on gagne, sur ce qu'on dépense. Il y en a qui payent des impôts, d'autres qui les payent sur la TVA. Voilà, exactement. Donc on paie on paie tous des impôts. La difficulté, effectivement, c'est que si on reste en fait sur la même logique, c'est-à-dire celle qu'on a connue ces dernières années, à savoir qu'on ajuste les budgets simplement en fonction des recettes, c'est-à-dire qu'en fait on trouve plein de leviers fiscaux pour essayer de réduire au maximum le déficit, je pense qu'effectivement, là aussi, ça va avoir des impacts très importants sur l'économie, puisqu'on voit bien que les entreprises tirent la langue, les entreprises, notamment un certain nombre de grosses entreprises auxquelles on avait promis vraiment cette histoire de surtaxe sur l'impôt sur la société, ne vous inquiétez pas, on va faire ça 1 an. Finalement, ça a été prolongé cette année. A priori, il y a de grandes chances que ce soit encore prolongé pour l'année prochaine. Sur les particuliers, il risque aussi d'y avoir des hausses d'impôts pour les plus aisés, comme ça a été fait ces dernières années. Et donc, je crains que finalement, le budget 2027, ce soit en fait la reconduction des budgets précédents, c'est-à-dire on augmente les recettes de l'État, non pas par plus de croissance, mais par plus d'impôts. En revanche, on ne touche pas à la dépense publique pour surtout ne fâcher personne. Et ça va être exactement ça, les programmes des candidats à la présidentielle aussi. Alors, c'est celui qui proposera des baisses d'impôts et des dépenses publiques coupe claire, il n'est pas élu. Ça dépend quelles dépenses publiques on coupe. Alors exactement. Après, l'essence même du politique, c'est d'être élu. Et donc du coup, son objectif, c'est de se fâcher avec le minimum de personnes. Parce que s'il commence à dire on va baisser la dépense publique, c'est forcément moins d'argent, soit pour des particuliers, soit pour des entreprises. Et malheureusement, un certain nombre de responsables politiques ne prendront pas ce risque-là. Mais s'ils ne prennent pas ce risque-là, je crains que ce soit effectivement Vous pensez à qui? Ah non, je pense à l'ensemble de la classe politique. Je pense à l'ensemble de la classe politique parce que vous savez, les responsables politiques en campagne ont toujours beaucoup d'idées. En revanche, une fois qu'ils sont au pouvoir, on voit bien simplement, si on regarde la dépense publique, depuis 50 ans, je crois qu'elle n'a baissé que 2 fois. Donc vous voyez, quels que soient les candidats élus jusqu'à présent, on ne peut pas dire qu'ils aient tenu leurs promesses sur ces sujets-là. Alexandre? Non, mais il y a, encore une fois, c'est le choix de la baisse, la baisse des dépenses. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que, vu l'insécurité systémique dans le pays, il serait malvenu de couper sur ce qui est les services publics régaliens. Par exemple, je pense que sur la santé, c'est compliqué. Maintenant, est-ce qu'on ne peut pas faire des économies sur les prestations sociales, par exemple, sur un certain nombre de comités, Théodule, de certaines dépenses inutiles. Je pense qu'on a de la marge et que les hommes politiques ont parfois du mal parce que ça nécessite aussi justement de démanteler un appareil bureaucratique dont ils sont les bénéficiaires ou dont ils sont le produit parce qu'ils sont eux-mêmes des technocrates.